Sur ma veste, un badge qui dit 1973, Made in USA, coup d'État, Made in USA. C'est ironique, mais ça me plaît parce que je suis Made in USA en fait. Faut pas chercher de midi à 14h, donc c'est un peu ironique. Et mon père, c'est une photo qui date du Chili, c'est mon papa. Je suis née en 75, 2 ans après le coup d'État au Chili. Ma mère est française, mon père est chilien, ancien réfugié politique, et j'ai toujours rêvé en fait d'aller au Chili un jour avec mon père. Mais j'attends encore. En fait, j'attends plus. Et ce qui me permet de plus attendre, c'est peut-être d'avoir fait ces 2 films, justement. Donc c'était une façon indirecte d'aller explorer un peu d'où je viens et le pourquoi du comment de ce coup d'État, mais aussi ses conséquences sur d'autres personnes et pas que sur lui. Parce que ça brise des vies et il y a des résonances fortes 40 ans après. Et en fait, c'est hier encore. Et ça me travaille beaucoup. Je viens d'une famille qui filme et qui enregistre tout. Enfin, c'est impressionnant, on a des milliers de photos, des centaines d'heures de films, mais avec le matériel le plus ancien. J'ai vu l'évolution du matériel chez mes tontons, mes oncles dans les fêtes de famille. Une famille qui archive tout, les écrits, enfin, j'ai attrapé le virus en fait. Et moi, je voulais réaliser des films, j'avais 8-9 ans, je voulais travailler au cinéma, je voulais faire de la fiction, des choses comme ça. Et j'ai tout fait pour, même mes colonies de vacances gamines, en fait, je faisais des colos vidéo, on faisait des clips. Et après, j'ai fait un bac à 3 audiovisuel, un BTS audiovisuel, option montage, et j'ai commencé à monter. Donc ça fait là 17 ans que je suis monteuse aux actualités régionales intermittentes. Je fais que des remplacements à France 3 en région. C'est sur mon temps libre en fait que j'ai eu cette nécessité d'écrire et d'aller explorer en fait ces histoires chiliennes en fait avec des proches de la famille. Alors Revolveré, c'est comme mon père n'est toujours pas retourné au Chili, j'y suis allée un peu avec lui indirectement, avec son frère par la bande on va dire. J'ai proposé à mon oncle, je lui ai dit si un jour tu retournes au Chili, est-ce que tu voudrais bien que je te filme pour filmer ce retour, pour archiver un témoignage justement de ce départ en exil, le pourquoi t'es parti, il a une histoire forte quand même liée à son engagement, il a perdu la vue avec un accident avec de la dynamite et ça c'était quelque chose que je voulais qu'il me raconte de plus près. Il m'a dit oui et on est parti 3 mois en fait, voilà, avec sa fille Amalia, ma cousine. Et ça c'était la première aventure, il y a 10 ans j'ai acheté une caméra une semaine avant de partir en fait, une caméra semi-pro à l'époque, j'ai fait un emprunt et on est parti comme ça quoi. Et c'était vraiment une nécessité. C'était la première fois, c'était la 3e fois que j'allais au Chili seulement. Et c'était la première fois que j'allais avec quelqu'un de ma famille. Donc c'était indispensable pour moi. Enfin, comme mon père, je voyais bien qu'il n'était pas question qu'il y retourne. J'ai trouvé cette combine qui lui allait bien et moi aussi, quoi. Voilà, on avait envie de partager cette histoire de retour. Je lui ai proposé le film en 2001, on a bossé pendant 1 an et demi, on se donnait des rendez-vous, je lui ai demandé qu'il me raconte toute l'histoire de la famille, qu'il me raconte aussi sa version de ce qui s'est passé au Chili, et on a bossé pendant 1 an et demi, j'ai tourné ça il y a 10 ans, mais faute de budget, en fait, j'ai monté ça sur mon temps libre, et puis il fallait énormément de temps pour faire le tri entre l'histoire personnelle et ce qui pouvait intéresser tout le monde, ce qu'il y avait d'universel là-dedans. Parce qu'un film sur sa famille, 50 heures de rush, garder 52 minutes, il y a des choix cruels à faire. On pense à toutes les personnes qui attendent, on est trop touchés. Donc il m'a fallu 9 ans pour faire le ménage, le montage. Voilà. C'est pour ça qu'il est sorti que là. En fait, c'est 10 ans de mûrissement, de grossesse. Il fallait ça. Quand j'ai rencontré Youssef, il m'a accueilli vraiment les bras grands ouverts. Il a vu les images que j'avais tournées, je lui en ai montré des passages. Il a adoré le personnage, mon oncle, et donc il y a cru très fort. On a eu une aide à la post-production de la région. Bon, c'était pas du tout suffisant pour payer un monteur, donc ça a permis de débloquer 2-3 moyens techniques et un monteur pendant 5 jours, Frédéric Frankel, qui habite ici aussi, qui est de la région, qui m'a donné un coup de main pendant 5 jours pour vraiment passer le dernier cap. Mais c'est vraiment l'acharnement toute seule chez moi, hein, c'est ça,
Enfin, je voulais pas lâcher, je voulais le finir. Donc c'est toute seule sur mon temps libre, ça a été un boulot de titan. Voilà, acharnement. Ouais. Cette scène, en fait, c'est une escale pour aller au Chili, c'est-à-dire que on a atterri en Bolivie à La Paz. En fait, Porfirio ne voulait pas rentrer directement au Chili. Il m'a dit, Porfirio m'a dit, il est hors de question que je donne mon passeport, excusez-moi, à un connard en kaki à la douane. Comme de la même façon, je suis partie comme ça, je ne veux pas revenir comme ça, c'est trop violent, c'est trop brutal, je suis aveugle, je veux sentir la progression de mon arrivée, je veux sentir les goûts, les odeurs se modifier, les accents se modifier, comment on pourrait faire? Donc je lui ai proposé ce circuit, donc c'est une escale, là on est au Salar de Uyuni, qui est un désert de sel, et c'était important pour lui parce que c'était on n'est pas loin des routes par où est passé le Che. Pour lui, c'était très fort, c'était symbolique aussi de passer la cordillère. Il pensait aussi aux Espagnols qui avaient réussi à passer la cordillère. Pour lui, il y avait un truc symbolique très fort. Et il nous avait dit oh, je vais courir quand on sera là-bas, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, je peux courir. Oui, tu peux courir si tu veux. Il dit alors on fera mieux que ça, on va jouer à saute-mouton. En fait, on n'a pas joué à saute-mouton, mais quand même, il s'est lâché. C'est-à-dire que Porfirio marche toujours en mettant sa main sur l'épaule de quelqu'un, et là, il s'est lâché. Et ça, c'était fabuleux. Enfin, moi, je le connais depuis toute petite, j'ai jamais vu Porfirio se lâcher, jamais. Il y a toujours un contact, au moins un contact sonore quand il claque des doigts. On le voit au début du film, les sons résonnent sur les murs et il peut situer les obstacles comme ça. Et là, oui, c'était fort, c'était beau à vivre. Franchement, c'était. Alors nous, on était complètement aveuglés pour le coup, parce que même dans le film, on s'en rend pas compte. Mais c'est d'une blancheur, même des lunettes de soleil de montagne, tu as du mal à ouvrir les yeux, quoi. Voilà. Et donc il y avait vraiment quelque chose d'étonnant, quoi, dans ce passage-là, là-haut. En plus, on était vraiment en altitude, donc l'oxygène. L'oxygène te met un peu les idées aussi en vrac, et donc on était vraiment, j'allais dire, perché à 5000 d'altitude, c'était le cas de le dire. Victor Jara, c'est vraiment un des personnages, ou une des personnes qui a été les plus proches de Salvador Allende au moment de sa prise de pouvoir et au moment de sa campagne électorale. C'est un musicien qui fait partie d'une vague musicale qui s'appelle la nouvelle chanson chilienne. C'est une chanson à texte engagée, voilà, qui parle aux gens, près des gens. Donc un mouvement assez contestataire, politiquement complètement placé à gauche, encore plus à gauche même qu'Allende, mais du coup, il est devenu très vite porte-parole en fait, culturel de toute la campagne. Donc il s'est vraiment affiché. C'est-à-dire qu'au Chili, en fait, aujourd'hui, au Chili, il y a qui? Il y a le Che, il y a Allende, il y a Victor Jara, Neruda. Enfin, il fait partie vraiment des icônes de la lutte. Là-bas en Amérique latine et même dans toute l'Amérique latine. Donc, avant même le coup d'État, déjà, il était connu internationalement, sa carrière était internationale et c'était vraiment quelqu'un de très important. Donc forcément, il fait partie des gens qu'il fallait tuer, éliminer en premier. Il était trop important pour la junte. Voilà. C'est pas un film sur Victor Jara, c'est un film sur Héctor. Héctor, c'est un ami de mon père et il a enterré Victor Jara en 1973. C'est-à-dire que je connaissais Héctor en fait depuis des années, mais je ne connaissais pas son histoire. C'est vraiment, je l'ai appris dans une conversation avec mon père comme ça. Je ne savais pas en fait qu'il avait enterré Victor Jara de cette façon-là, au nez à la barbe, vraiment de la junte, en plein cœur de la morgue. Il arrive à enterrer cette personne et ça, c'était ce geste-là. Donc c'était Victor Jara pour tout ce qu'il représente. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce film, cette aventure avec Héctor, ça réunissait un tas de choses dans ma vie. Bon, faire des films, c'était des choses, voilà. Aller explorer le Chili de 73, l'exil, Victor Jara. Mon père joue du Victor Jara depuis toujours. C'est la musique qu'il jouait avec ses frères et sœurs quand ils envoyaient de l'argent, pour récolter de l'argent quand j'étais gamine, en fait. Ils ont fait plein de concerts pour envoyer de l'argent, en fait, aux familles des prisonniers politiques et au réseau de résistance au Chili, en jouant du Victor Jara, entre autres. Donc ce film-là réunissait tout ce dont
je suis faite en fait. Toute mon enfance, c'était des thèmes très forts et là, je ne pouvais pas laisser Hector continuer sa vie tranquille sans lui proposer d'archiver cette histoire et de la partager en fait. Parce que la résistance, c'est aujourd'hui aussi, on peut résister. Il y a quelque chose comme ça qui était tellement fort. Ce petit employé de l'état civil à 23 ans qui se retrouve au milieu de centaines de cadavres et qui a le cran de faire ça en 48 heures, vraiment risquer sa vie. Bon, je me suis dit là, il y a quelque chose d'important qui résonne encore dans le Chili d'aujourd'hui, quoi, puisque le procès est toujours en cours. Hector avait envie. Il m'a demandé, tu crois que ça serait possible de retourner à la morgue? On en avait parlé. Et l'endroit qu'on a filmé dans cette séquence, en fait, au départ, on n'avait pas le droit d'y aller. Les chefs de communication de la morgue nous ont dit, vous ne pouvez pas y aller puisque c'est la morgue actuelle, ce sont les mêmes locaux, ça n'a pas bougé, vous ne pourrez pas filmer là, il y a des gens qui travaillent, il y a encore des personnes décédées, il y a les familles qui attendent dehors, personne ne filme cet endroit. J'avais trouvé juste 2-3 photos, 2-3 plans dans des reportages chiliens. Bon, rien de... Voilà, donc effectivement, c'est un endroit qu'on ne filme pas. Mais j'ai demandé un rendez-vous en fait en tête-à-tête avec Patricio Busto, le directeur de l'Institut médico-légal. Et je m'étais bien renseignée avant de faire ce film. Je savais que c'était un ancien prisonnier politique qui avait été torturé lui-même à la Villa Grimaldi, un centre de torture dans Santiago, qui était parti en exil, médecin, et qui est revenu et qui est devenu le directeur de l'Institut médico-légal. Donc je lui ai expliqué tout le projet, le pourquoi, le comment, par rapport à la mémoire et la dénonciation. Et il a dit à ses chefs de com, vous ouvrirez à cette équipe toutes les portes. Ils filmeront ce qu'ils voudront, comme ils voudront. Donc c'est vraiment, ce qu'il y a dans le film, c'est vraiment parlant, on ne le sait pas dans le film, mais c'est important de dire que c'est le directeur de la morgue qui nous a ouvert les portes, en fait. Voilà, c'est-à-dire comme on le disait, là, entre mémoire et oubli, lui aussi, il a fait son choix. Et c'est vraiment important au Chili aujourd'hui, quoi. Et Hector, en fait, il était content, en fait, c'est lui, il était content de pouvoir y retourner, mais il n'était pas sûr. Donc quand on arrive, en fait, on est à 10 mètres de la porte de la morgue, il dit « mais Elvira, si je ne me sens pas de rentrer finalement ?» Je lui dis « mais c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, tu rentres pas. » « Oui, mais enfin pour ton film. » Je lui dis « mais Hector, c'est pas qu'un film, c'est ce que tu as vécu. Si toi tu as besoin de retourner dedans, comme tu me le dis, chasser les fantômes, c'est au-delà du film. Si tu veux pas parler, tu parles pas. Si tu veux me dire des choses, tu me les dis. Si tu veux que j'arrête, on arrête. Si tu veux pas rentrer, que tu me dis pourquoi tu rentres pas, tu me le dis. Moi, je m'adapte. J'ai l'âge qui je suis, moi, pour exiger les choses d'Hector à cet endroit-là, au vu de ce qu'il a vécu. Et donc, ok. En fait, il dit bon, on y va. Et on le suit. Et voilà. Et donc, ce qui se passe, et donc, il y en a une partie dans le film, je crois qu'il y en a 1 ou 2 minutes dans le film de ce passage à cet endroit. Et en fait, pendant 20 minutes, il ne parle pas dans les rushs. Et donc nous, on est derrière, feutrés. Franck, le caméraman, Franck de Tranchant, tourne autour. Moi, je suis derrière et on le laisse faire ce qu'il a à faire, en fait. Voilà. Pour moi, c'était ma priorité. Je savais que c'était une catharsis pour lui. Donc aussi, ça s'est passé comme ça. Ouais. C'était puissant à vivre. Alors les 2 films vont sortir en DVD, ce sera 2 DVD qui vont sortir en avril-mai 2014. Et il y aura des bonus. Pour Victor Jara, en fait, ça, je suis très contente, parce qu'on a sorti des tiroirs une version qui est de 8 minutes plus longue. On est là, il y a les techniciens Paul Champard et un technicien du son qui sont en train de faire le mixage des raccords. Donc le bonus, ça sera un film plus long, donc ça c'est chouette, et une interview d'Hector dans son restaurant. Parce que bon, il n'y a pas que le Chili en 73, Hector, il a aussi un restaurant à Nîmes, il a une vie aujourd'hui, et on voulait en donner un peu plus que de le cristalliser en 73. Et pour le DVD sur mon oncle, pour Revolvere, il y aura un CD de musique, de chansons et de poèmes, de la famille en fait, puisque toutes les musiques du film sont des musiques familiales. Donc, et puis des petits textes, des photos, des petites choses en plus, parce qu'il y aura un livret.
Donc voilà, on a bossé là-dessus, des cadeaux, des bonus.